de ses composantes serait un déni de justice, serait une exclusion même de la justice. Parce que cette idée que nous devons tous concourir à la réalisation de la justice, c'est cette idée qui impose une quoi. Je me tais. C'est pour cette raison que chaque fois que je vais au parcours, j'ai respecté ce que l'autorité m'a dit. Je connais ma. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer, don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Devant cette estrade, M. Francis Kitenge, qui est le président de l'Union de jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete et qui est également orateur de ce jour. Sous vos applaudissements, merci. Panel sur la parole de l'avocat, sous vos applaudissements, merci. Tantôt, Maître Iléo va nous entretenir sur la gratuité des perverses. Et comme troisième étape, et très rapidement, nous invitons notre... Voilà, donc à tout seigneur, tout honneur. Des excuses sincères à l'endroit de tous ceux qui ont respecté le timing que nous avions fixé pour le début de cette activité. En même temps, dire merci à tous ceux qui ont, en dépit du programme et de la situation que nous avons tous découvert avec la pluie, les embouteillages, il y a des routes qui sont barrées. Vous avez accepté de vous déplacer et de venir répondre à ce rendez-vous. Je voudrais très sincèrement, en premier mot, remercier votre attitude parce que pour nous, elle est un encouragement, elle est un soutien dont nous avons besoin pour que cette structure arrive à réaliser ses objectifs. Croyez très sincèrement à nous, remerciement à notre gratitude pour ce geste. Honorables participants, l'Union des jeunes avocats a eu à initier depuis l'année passée une activité qu'elle avait dénommée l'Agora du jeune avocat. En principe, nous devions tenir une deuxième ou troisième édition de cette activité, mais souffrez que lorsque vous aviez reçu nos invitations ou l'information relative à cette activité, vous aviez peut-être découvert que nous avions autrement nommé cette activité en y ajoutant un autre élément et en élaguant le mot jeune avocat. Nous avions plutôt parlé de l'agora de la rentrée et non de l'agora du jeune avocat. Voici la particularité, parce que les deux activités, ou cette activité rentre dans le cadre de ce que nous considérons agora, tribune ou parlement du jeune avocat, mais avec cette nuance que pour cette édition de la rentrée, nous avions pensé à notre niveau, au bureau de l'Union des jeunes avocats, qu'il fallait que l'avocat quitte les réseaux. Il fallait que l'avocat arrête de faire des débats des couloirs. Il fallait que l'avocat relance son quotidien, qui est le débat de droit, le débat de justice. Nous avions pensé également qu'à chaque rentrée, le constat qui est fait à chaque rentrée judiciaire, il y a des allocutions qui sont faites, il y a des mercuriales qui sont lues et qui constituent souvent des références de nos avocats dans nos plaidoiries. Mais il est difficile qu'à travers ces occasions, que les interventions, très souvent du bâtonnier national ou des avocats qui ne sont surtout pas pléthores, ne soient pas considérés comme étant des instants de plaidoyer
des instants de lecture et des instants également de partage de ce qui est. Il fallait, au-delà de laisser les magistrats seuls, organiser la rentrée par des plaidoyers, par des analyses, par de partage des lectures, des questions de droit qu'ils posent. Nous avions pensé que l'avocat pouvait également saisir cette occasion de la rentrée judiciaire, relever des questions de droit et donner sa position ou son avis sur une question de droit. Mais avec cette particularité que nous ne prenons pas n'importe quel thème, nous avions décidé de ne prendre que les thèmes qui touchent au débat de prétoire, à la réalité ou à la pratique judiciaire. Parce que nous sommes convaincus qu'il est temps, suffisamment temps, que nous puissions parler de la réforme judiciaire. Et que ce débat de réforme ne doit pas rester un débat politique, un débat citoyen avec la société civile telle que conçue et connue, mais qu'il fallait que celui qui vit le droit, qui pratique le droit, qui connaît le droit, puisse également participer à ce débat, non pas comme analyste politique ou encore quelqu'un qui appartiendrait à un courant, mais comme celui qui vient parler de la justice en sa casquette d'avocat, dans le souci seul d'apporter une certaine nuance ou un certain apport dans la réforme judiciaire qui s'impose. Nos lois sont devenues vieilles, nos lois ne tiennent plus aux réalités que nous vivons. Est-ce que l'avocat doit rester en dehors de ces débats? Est-ce que l'avocat doit rester subir ce que l'Assemblée nationale pourra produire en termes de texte, pour que lorsque nous sommes devant le prétoire, nous puissions tous constater des inadéquations entre les textes et les réalités que nous vivons? Pourquoi l'avocat qui ne vit pas au quotidien ce débat de droit, de justice, pourquoi cet avocat ne réfléchirait pas? Pourquoi cet avocat ne dévancerait pas? Pourquoi cet avocat ne serait pas l'auteur ou l'acteur de la réforme judiciaire dans notre pays? Voilà l'intérêt un peu résumé de la Gora, de la rentrée. Agora qui voudrait simplement dire parlement ou tribune, mais rentrée judiciaire avec cette notion particulière que nous voulons à travers chaque rentrée judiciaire, que l'avocat se saisisse d'une question de droit, d'un sujet, d'une pratique judiciaire pour réfléchir et proposer sa lecture afin peut-être de modifier ou d'apporter des éléments assez concrets, assez palpables dans cette réforme judiciaire. Je voudrais terminer mon mot d'ouverture en disant ou en rappelant à chacun de nous qu'il y a des pratiques qui énervent, il y a des pratiques qui n'honorent plus, il y a des attitudes qui désacralisent à la fois le droit et la justice. Elles viennent de l'avocat, elles viennent du magistrat, elles viennent de tout partenaire de justice. En cette occasion, saisissons-nous l'opportunité de pouvoir dicter autrement la nouvelle justice que nous voulons, la nouvelle loi ou les nouvelles lois qui doivent venir. Voilà. Lorsqu'un justiciable a recours à un avocat à qui il confie sa défense, celui-ci, l'avocat donc, maîtrisant les règles de l'art, a l'obligation de défendre son client dans le respect des règles et normes imposées pour le cas qu'il traite. Ça, c'est ce qui concerne la procédure. Mais il y a un plus. L'avocat doit agir également dans les respects des règles déontologiques régissant la profession d'avocat. C'est un tout. Il y a une épée de Damoclès qui plane sur nos têtes à nous autres avocats. Nous avons, outre le respect des lois, dont nous sollicitons application devant les cours et tribunaux, le respect de nos règles déontologiques, puisque la profession que nous exerçons se veut noble et est encadrée par des règles. Donc, voilà un peu comment l'avocat et dans quel cadre il est censé évoluer. C'est d'ailleurs repris en quelques lignes dans le serment qu'on prête et dont on oublie souvent les termes lorsque nous allons poser les actes, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Eh bien, dans la pratique, il arrive que le recours aux tribunaux ne soit pas toujours
un combat loyal et élégant. Lorsque l'avocat y place des stratégies, des techniques, une tactique pour défendre. Vous savez, je ne sais pas s'il y a, comme moi, des personnes qui savent jouer aux échecs. Lorsqu'on joue aux échecs, on entre en bataille. C'est pareil, c'est comme ça que je vois, moi, un procès. D'ailleurs, on appelle ça bataille judiciaire. Lorsqu'on sait qu'on est entré dans une affaire avec des rebondissements, on sait qu'on entre en bataille. Et on se prépare en conséquence. Et tout comme au jeu d'échecs, pendant qu'on avance prudemment pour atteindre l'objectif, gagner donc, on anticipe les coups que l'adversaire peut nous porter pour paralyser la procédure ou pour finalement nous faire perdre nos intérêts. On y va dans cet esprit, on part en bataille. Mais la bataille doit être loyale parce que on va dans la fourberie, dans l'édilat, comme définition, celle d'un auteur, un doctrinaire. Partenaire de la justice, et nous devons entretenir de bonnes relations avec le magistrat. Mais il arrive des moments où le magistrat se croit être toujours supérieur et que l'avocat est inférieur. Bien sûr, ce qui est vrai, ce genre de cas, nous les rencontrons beaucoup plus devant le parquet. C'est quand, lors de l'audition de nos clients, on assiste à un client, bien sûr, nous savons que nous sommes dépendants de la phase préjudicielle et au parquet, l'avocat assiste, comme on a toujours dit, de façon passive. Mais ce qui est vrai, l'avocat a le droit de faire des observations. Mais c'est pendant ces observations que nous devons, parce qu'il y a des questions techniques que nos clients ne peuvent pas répondre, que nous devons maintenant apporter la lumière. Mais quand maintenant les magistrats se voient que ce genre de lumière que l'avocat peut apporter peut éclaircir la justice, parfois les magistrats d'autres magistrats qui ont des penchants déjà d'un cas ne vous permettent pas de le dire. C'est là où nous disons que ce n'est pas juste, en âme et conscience. Et c'est là on ne retrouve pas la qualité en nous qu'on nous appelle les objets de la justice. Parce qu'à ce moment-là, nous voyons que nous ne sommes pas aussi respectés. Même quand on parle du respect, nous devons savoir le respect mutuel aussi. Si dans notre serment, cela est repris, mais dans leur serment, ce n'est pas repris, mais nous devons aussi faire application à la jurisprudence. La de jurisprudence, il faut faire pour avoir. Ils doivent aussi se parler entre eux-mêmes. Vous savez, il y a un juge qui a intervenu. Et il a dit que lui aussi, en tant qu'ancien ministère public, il était au parquet, il disait toujours à ses collègues que et nous et les avocats, nous avons fait les mêmes études. C'est que chaque magistrat doit mettre en tête d'abord que nous et les magistrats avocats, nous sommes tous des juristes, nous sommes tous des licenciés en droit et nous devons aussi collaborer, nous devons nous respecter mutuellement. C'est le point d'abord de la conscience personnelle, que chaque magistrat puisse prendre ça. Donc, pour qu'elle puisse avoir cette conscience-là, et vous verrez que les choses vont marcher. Et surtout, qu'il puisse toujours faire recours, voir. C'est moi qui vous remercie. En fait, c'est une activité qui est dans le cadre de l'association des jeunes avocats de la rue de Kinshasa Matete, qui voudrait à ce que sensibilise un peu les avocats pour la bonne marche des procédures au niveau de la justice, parce que vous savez bien que l'avocat c'est un partenaire de la justice et que par conséquent il doit être à même d'aider la justice d'aller de l'avant. Voilà pourquoi l'association des jeunes avocats qui nous ont invités voudrait organiser souvent des activités pareilles justement pour sensibiliser les avocats à bien
faire leur travail. Dans le cadre de ces activités, il y a des pratiques que nous vivons au niveau des juridictions. Par exemple, des procédures abusives, des dilatoires, tout ce qui est à fustiger. Donc, on interpelle l'avocat à avoir un sens de responsabilité pour pouvoir aider la justice d'aller de l'avant. Donc, il y a plusieurs thèmes. Oui. Et à user du pouvoir lui reconnu de la police et du débat pour recadrer la justice. Il est tout aussi vrai que les avocats usent les dilatoires. Il faut passer le temps, peut-être quand ils savent que leurs clients n'ont pas raison, ils cherchent des astuces pour faire retarder le mouvement ici du procès. Et dit l'un des intervenants, au moment où vous faites parfois droit aux préoccupations des avocats, à l'audience de la remise, vous trouvez au dossier un donné acte. C'est-à-dire qu'ils vont suspecter toute la juridiction. Or, suspecter une juridiction suppose ne pas avoir confiance en tous les magistrats ou en tous les juges qui composent la juridiction. Or, la procédure à élucider devait être la récusation. Dès lors que vous constatez que le comportement d'un magistrat ou d'un juge tend à favoriser l'autre partie, il faut tout simplement récuser pour que le chef de juridiction puisse pouvoir son remplacement. Ils n'usent pas de ça, ils vont user de la suspicion légitime, ce qui fait que dès lors que cette procédure est enclenchée et que la juridiction supérieure a donné acte à la requête, la procédure est bloquée. Il faudra attendre l'issue de la procédure de suspicion légitime engagée au niveau supérieur pour que, une fois la décision rendue, qu'il puisse continuer ou soit que la cause soit renvoyée devant une autre juridiction. Donc, et ils ont parlé aussi de la justice qui est gratuite. Il est vrai que la justice est gratuite, mais la justice n'est pas sans frais. Vous vous rendez compte, d'ailleurs, l'État est en train de s'organiser maintenant. L'État est en train de fournir des efforts pour allouer aux magistrats une rémunération décente. Et je crois que les magistrats, des fois, fournissent leur propre argent, soit pour acheter du papier, soit pour faire soit pour se déplacer. Par exemple, lorsqu'il y a une descente, ils vont user de leur véhicule pour aller là-bas et là, il faut mettre du gaz. C'est pourquoi, jusque-là, il est reconnu aux magistrats, lorsqu'il y a une descente à effectuer, qu'on puisse exiger un certain nombre de frais. Là, je dis que la justice est gratuite, mais elle n'est pas sans frais. Donc, quelque part, ça, ils n'ont pas abordé cet aspect-là des frais. Cette assise à Goa, c'est une façon pour nous de faire la rentrée judiciaire du jeune avocat, afin de lui donner cette tribune pour pouvoir s'exprimer sur l'état de la justice. Comme vous avez eu à le constater, j'ai été également panéliste et ma question de réflexion a porté sur l'avocat et l'état de droit, son apport et sa responsabilité. Et nous avons rappelé aux confrères que l'avocat était le thermomètre de l'état de droit et qu'il était dans l'obligation, comme l'a souligné le confrère Evelyne Barbrouz du barreau de Bruxelles, que l'avocat doit connaître l'étendue de ses droits, mais surtout le faire valoir, car c'est l'unique voie pour se faire respecter. Et par rapport aux avocats qui sont victimes de frustration ou de traitements dégradants vis-à-vis de partenaires de justice, il leur revient, en ce qui leur concerne, de faire valoir leurs droits, en ce qui concerne notamment les traitements dégradants, de citer disciplinairement les magistrats devant les présidents de juridiction du ressort, afin qu'ils connaissent de cette affaire par voie de citation directe. En ce qui concerne les greffiers et autres, de citer ces personnes en disciplinaire
devant leur hiérarchie afin que ces derniers prennent des mesures de suspension pour que le droit soit la force de l'avocat. Car l'avocat n'a pas de muscle de fer, mais sa force, il le tire de la loi. Et si l'avocat est muselé, vous pouvez comprendre quel serait le sort de la mère maraîchère qui est dans le village. Il ne pourra qu'être esclave de l'arbitraire et de l'impunité, chose que l'avocat doit en âme et conscience s'interdire. Voilà l'intérêt de cet échange. Et en ce qui concerne quelques abus, dans le chef de quelques avocats, il y a un ordre des avocats précis. Et si vous ne connaissez pas l'avocat ou son barreau de rattachement, sur le sol où il se trouve, ce barreau, vous pouvez se plaindre, même si vous êtes à Lubumbashi, un avocat du barreau de Kinshasa, c'est Mekoumne, vous pouvez aller directement devant le barreau de Lubumbashi sans plaindre et il sera interpellé, il sera jugé et il sera sanctionné. Appliquer cette procédure à une cause juste et dans la limite de ce que la loi prescrit. Ne pas utiliser ce que la loi a écrit pour commencer à paralyser, à fragiliser la justice. Parce que là, on est en train de détruire l'âme de la justice finalement. Et à la longue, on va faire perdre confiance en cette même justice finalement. Parce que nos assises se déroulent très bien. Nous avions confiance en cette justice que nous soutenons, que nous défendons vraiment au prix de notre parole, au prix même de notre sang. Nous sommes là pour la justice et nous demandons à la population de nous faire confiance parce que nous connaissons nos règles et nous sommes actifs, nous faisons le nécessaire pour que la justice soit administrée très correctement et que les règles soient respectées par tous, les avocats ainsi que les magistrats. Merci beaucoup, madame. Ce que nous pouvons retenir, c'est cette idée-là de donner à l'avocat une tribune, de donner à l'avocat un amphithéâtre, de donner à l'avocat un parlement, où il peut se retrouver et parler des questions qui préoccupent ou qui touchent à sa profession, au droit à la justice. Et dans le cadre précis de l'activité de ce jour, dénommée Agora de la rentrée, nous avions pensé donner à l'avocat cette tribune pour parler et échanger autour de la pratique judiciaire et donc de voir dans quelle mesure il peut contribuer à la réforme judiciaire qui de plus en plus devient plus que urgente, plus que nécessaire. Pour l'avocat, il y a une tribune pour permettre à ce dernier de discuter des questions de droit de la justice. L'avocat est un praticien du droit. L'avocat vit du droit, l'avocat pratique le droit. Et dans le cadre de son métier, de son ministère, il rencontre des pratiques qui de fois déplaisent ou déshonorent l'exercice de son ministère. Et il a pensé qu'il était temps qu'il réfléchisse, qu'il partage sa réflexion sur certaines questions qui dérangent. Il faut dire aussi un élément. Si vous avez très bien lu la bâche dehors, il est écrit à l'heure de la rentrée le mémorandum de l'avocat. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un défi. C'est lui de réfléchir, c'est lui de contribuer. À court, moyen, long terme, on n'est pas fixé en termes de délai, mais je pense que toute réflexion est une urgence pour nous. Et donc, à chaque fois qu'on réfléchit, on propose des solutions et nous serons derrière pour amener les autorités à ce que nous puissions tous arriver à harmoniser ce qui dérange un peu l'institution justice ou son administration. Déjà, nous touchons à la fin de l'année. Vous allez peut-être nous anticiper parce qu'il faudrait que nous puissions nous réunir pour définir l'année prochaine sur les objectifs à atteindre en termes d'activité. Mais rassurez-vous déjà que l'Union des jeunes avocats va prendre part à une activité à Libreville dans le cadre du congrès de la conférence internationale des barreaux des traditions se tenir au niveau de Libreville et l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Matete prendra part activement à cette activité, ou également en sa qualité de secrétaire général adjoint du réseau des unions des jeunes avocats du barreau de l'Afrique centrale. Elle prendra également part à une réunion qui est programmée à Libreville. Je ne voudrais pas déjà ici révéler les activités que nous entendons lancer en début de l'année,
laisser au bureau le temps de peaufiner